Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous de cette édition de l'émission Secrets de Prospérité, une émission que j'ai le plaisir de co-animer avec le PDG de l'École supérieure de l'entrepreneuriat et de la prospérité, Monsieur Pierre d'Alcantara Zokli, qui va nous présenter le menu de ce soir. Pierre Zokli, bonsoir. Bonsoir Elena. Bonsoir. Écoutez, Elena, merci beaucoup de votre aimable compagnie. Nous venons de terminer une saison de 12 émissions consacrées à la promotion des objectifs du millénaire pour le développement. Et à l'entame d'une nouvelle saison, nous avons eu le privilège d'être consultés par le ministre de la Santé, le professeur Gazard, qui nous a recommandé d'organiser une émission spéciale pour la santé maternelle. Et en le faisant, elle vise 3 objectifs. Le premier objectif, c'est permettre à des milliers de couples de notre pays ou du continent d'accéder à une nouvelle technologie, à des talents d'un spécialiste qui permet, n'est-ce pas, à ces femmes atteintes d'infertilité d'accéder à la procréation. Deuxième objectif, elle a voulu, n'est-ce pas, faire en sorte que les chefs d'entreprise du secteur de la santé qui sont dotés d'une certaine éthique continuent de prospérer en matière d'entrepreneuriat et de pouvoir offrir surtout à l'État des services appropriés. Enfin, elle voulait qu'à partir, n'est-ce pas, donc de cet encouragement des chefs d'entreprise, elle voudrait que le Bénin dispose en matière de santé publique d'un partenariat public-privé fort et dynamique. La personne que nous recevons ce soir, donc l'icône de ce soir, est une personnalité qui, comme le disait Thomas Edison, le génie c'est 1% d'inspiration, 99% de transpiration. Donc c'est un génie qui a travaillé beaucoup dans le secteur de la santé, et qui, ma foi, a connu tous les avatars, n'est-ce pas, en cette matière, a connu aussi des délices, mais surtout, face, n'est-ce pas, à toutes les tentatives d'intimidation, les railleries, est resté debout. Je ne vous dirai pas plus pour l'instant. Il vous revient à vous maintenant, Elena, quand vous voulez et comme vous voulez, de nous faire découvrir cette personnalité. Alors, c'est le moment pour nous de recevoir notre invité principal. Je demande donc à tout le monde de recevoir avec nous Dr Athanase Sogiedo, directeur de la Polyclinique Saint-Michel Pozam. Bonsoir. Docteur Athanase Sogiedo, bonsoir. Bonsoir, monsieur Zokli. Merci enfin d'avoir accepté notre émission Secrets de Prospérité. Je rappelle que quand je vous avais téléphoné pour vous faire part de la requête de Madame le ministre, le professeur Gazard, de vous accueillir sur cette émission, vous étiez surpris et même embarrassé. J'ai insisté et finalement, quand vous êtes allé me voir à notre bureau, que je vous ai démontré l'utilité sociale, n'est-ce pas, de la requête de Madame le ministre. Vous avez alors gommé toutes les considérations, je dirais, timidité, qui entravaient, n'est-ce pas, votre décision d'accéder à l'émission. Nous y voilà, merci d'avoir finalement accepté d'être là. Je vais commencer par la partie la plus intéressante pour nous jeunes. Vous savez que la question de l'emploi aujourd'hui est un problème sérieux pour tous les pays et beaucoup de jeunes cherchent les secteurs les plus porteurs où s'orienter pour leurs études. Alors donc ils sont certainement curieux de savoir quel est le parcours universitaire et professionnel que vous avez eu pour accéder à la tête de la Polyclinique Saint-Michel Pozam de Cotonou. J'ai fait la faculté des sciences de la santé de Cotonou, où j'ai eu le doctorat en médecine en 1985. Je suis parti à l'Université de Côte d'Ivoire et au bout de 4 ans, j'ai eu le certificat d'études spéciales de gynécologie obstétrique. Après ça, j'ai travaillé un peu en Côte d'Ivoire, je suis revenu au Bénin et ensuite j'ai eu d'autres diplômes, notamment le diplôme universitaire d'échographie gynécologie obstétricale.
Ensuite, toujours dans le même domaine, j'ai eu le diplôme universitaire de médecine de biologie de la reproduction. J'ai eu un certificat d'études spéciales en santé au travail en temps médecine du travail et aussi j'ai un diplôme universitaire de la réparation juridique du dommage corporel. Ça permet d'être expert en réparation juridique du dommage corporel. Voilà mon cursus. Voilà un parcours bien garni. Je suis tenté de savoir, mais pourquoi médecine, puisque vous avez créé une entreprise et vous aurez pu faire pharmacie aussi si vous voulez aller dans le secteur privé. Pourquoi médecine? Pourquoi pas pharmacie? Et pourquoi la gynécologie? Oui, effectivement, j'ai choisi la médecine relativement assez tôt. Parce que depuis le secondaire, déjà, j'ai pensé que je devrais faire la médecine. Et quand bien même j'étais bon en mathématiques, malgré les conseils de mon professeur, en première C, ils étaient tous désolés. Je voulais aller en terminale D parce que je voyais que c'était un peu plus pratique pour la suite. Et ensuite, je suis devenu médecin comme ça et j'ai été vraiment content de rentrer en médecine. Pour la gynéco, bon, il n'y a pas eu de raison fondamentale. J'ai admiré un peu mes maîtres, c'est vrai. Mais au-delà de ça, au moment où je sortais médecin, il y avait à peine 5 ou 6 médecins gynécologues titulaires. Donc le travail était grand. Il y avait beaucoup qui devraient se spécialiser, mais quand on faisait le point, ceux qui étaient déjà gynécologues titulaires, ils étaient très peu nombreux. Imaginez 5 gynécologues ou 6 dans tout le pays. Il fallait vraiment beaucoup de gynécologues. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Très bien. Écoutez, vous aurez pu aller dans la fonction publique, mais pourquoi avez-vous choisi de créer une polyclinique? J'ai créé la polyclinique par la force des choses aussi, parce que lorsque nous entrions en gynécologie pour pouvoir devenir spécialiste, on pensait servir la fonction publique. L'ajustement structurel qui existait en ce moment, je veux parler du PASS, ne permettait pas de recruter sur une dizaine d'années, voire même une quinzaine d'années. Donc, spécialiste, il fallait créer son propre cadre pour ne pas mal faire le travail que nous avons appris. Nous voulions faire ça dans un bon cadre, un cadre épanoui qui puisse nous permettre d'exercer ce qu'on a appris. C'est pour ça qu'on a fait une polyclinique. Ok. Écoutez, créer une entreprise, c'est toujours un projet important et généralement, on partage ce projet avec sa famille. Vous êtes marié. Quelle a été, n'est-ce pas, la réaction de votre épouse quand elle a appris que vous vouliez aller dans l'aventure? Le projet n'a pas été mûri seul. Tout ce qu'il y avait à faire, j'estimais qu'il fallait les soumettre à des personnes, dont notamment mon épouse Viviane, qui de tout temps a été à mes côtés et qui a été à la base du projet. J'ai aussi travaillé avec les membres de ma famille pour pouvoir asseoir à peu près toutes les idées et mes frères y ont été pour beaucoup. Très bien. Bon, écoutez, on ne crée pas une entreprise comme ça sans faire appel à des fonds publics ou privés. Les banques, est-ce qu'elles étaient favorables à votre initiative? Oui, ça a été un peu difficile. Ça a été difficile parce que nous étions jeunes médecins et on tenait quand même à la chose. On a pris quelques dispositions et on a eu à travailler un peu en Côte d'Ivoire avant d'arriver au Bénin. Et par rapport à ça, nous avions essayé au lieu d'investir nos économies dans autre chose, nous avions investi ça dans l'entreprise. On avait environ comme capital 10 millions. Ah. Donc c'est à partir de là que nous sommes partis. Ok, très bien. Alors écoutez, vous n'avez pas eu d'autres aides en dehors donc, de vos fonds propres. Je vais donc laisser Elena. Je vais me tourner vers Madame Viviane Sodiedo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste de la biologie de la reproduction et également l'épouse du docteur Sodiedo. Oui, bien sûr. Vous venez de passer plusieurs années en compagnie du docteur Sodiedo. Dans cette aventure, nos enquêtes ont révélé que vous avez dû baver, subir des humiliations, recevoir des coups sans en donner bien sûr, broyer du noir pour maintenir la POSAM et réussir le projet de fécondation in vitro. Donnez-nous un peu votre version de l'histoire du POSAM. En fait, ça a été plus difficile que ce qu'il nous dit là, mais il avait une très forte ambition, une grande volonté. Bon, je le soutenais. Quand les difficultés se présentaient ensemble, on discutait, on cherchait des solutions. Et en tant que biologiste, je lui proposais des solutions pratiques qu'il acceptait. Mais lorsqu'on a commencé la fécondation in vitro, ça a été 3 fois plus difficile. Nous avons dû renforcer nos compétences
Nous avons beaucoup prié pour surmonter les difficultés ensemble. Et comme Jésus-Christ était dans la barque avec nous, la barque n'a pas chaviré. En général, quand on est dans une entreprise avec une technologie pointue comme la vôtre, est-ce qu'il y a des surprises désagréables auxquelles on a oublié de faire face souvent? En avez-vous connu et comment avez-vous répondu? Dans une entreprise du genre, il y a des difficultés, mais des difficultés prévues. Une des difficultés prévues dans le secteur, c'était qu'on n'ait pas de bébé après tout cet investissement. Ça, c'est la difficulté la plus importante que nous connaissions. Et sur le terrain, on a eu d'autres difficultés. Dès que nous avions eu les premiers bébés, nous avons eu quelques réactions qui nous ont sérieusement touchés. Notamment, nous avions eu des suspensions de contrats qui ont mis à mal l'entreprise totalement. Et l'entreprise a eu beaucoup de difficultés. Dieu merci, l'entreprise vit encore. Je parle de POSAM en tant que clinique. Ensuite, il y avait, compte tenu de certaines situations, il y avait un problème de crédibilité. Et ce qui n'est pas exigé ailleurs nous a été exigé par des personnes. On a compris très vite qu'il fallait avoir un diplôme spécifique au domaine. Je suis gynécologue obstétricien. On a dû faire Cotonou-Paris, on est resté le temps qu'il fallait à Paris en laissant POSAM avec mon épouse. On a composé et on a eu le diplôme de médecine et biologie de la reproduction. Donc ceci a permis d'affronter ces difficultés qu'on ne connaissait pas. Il y a eu d'autres difficultés comme le fait de faire une analyse qu'on n'a pas réussi à faire facilement parce que ce qui était prévu initialement, c'est que certains sérums, le sang, devraient être convoyés vers l'Europe pour quelques analyses. Pas du tout. Le principal est fait ici, mais il y a un examen spécifique. Et il fallait avoir la possibilité d'avoir un déchet chimique d'une industrie. Dans les autres pays, ça s'est passé comme ça partout, mais à Cotonou, on a tout fait. On n'a pas pu avoir ce déchet que les gens jettent. Et malheureusement, ils ont privé de ce déchet. Et on a été contraints de descendre, de faire tout le processus à Cotonou, c'est-à-dire en nous équipant en la matière. Faire des investissements. Au point qu'aujourd'hui, nous sommes pratiquement les seuls en Afrique noire francophone à faire cet examen à Cotonou. Parce que nous avions été obligés. Mais bon, c'est tant mieux pour le Bénin. Très bien. Elena. Alors, Dr Sodiedo, dans les affaires, à l'origine de l'entreprise, il y a toujours l'entrepreneur qu'il faut connaître. C'est ce que nous allons faire à travers ce premier reportage, qui est un témoignage de votre entourage immédiat sur vous. Et on regarde ensemble. C'est un homme de principe. J'ai vécu une expérience personnelle. Il s'agit d'un couple ami qui avait un problème d'infertilité que j'ai suivi à un certain moment. Je me suis rendu compte que la seule solution qui leur restait, c'était de faire une fécondation in vitro. Et j'envisageais déjà avec ce couple de les envoyer à l'étranger lorsque le docteur Sodiedo a installé dans sa polyclinique l'unité de prise en charge des couples infertiles par technique de procréation médicalement assistée. Je les ai confiés au docteur Sodiedo, il les a pris en charge et après son bilan initial, avant de lancer le processus de fécondation in vitro, il a constaté qu'il y avait un fibrome. Il a décidé d'abord d'opérer ce fibrome-là. Il a opéré en tant qu'opérateur et moi j'étais son aide. Les suites opératoires ont été simples et 6 mois après, le processus de FIV a été enclenché. Ce processus s'est terminé par un résultat heureux. La femme a porté sa grossesse à terme et a accouché sans problème. Au moment où je vous parle, la mère et l'enfant se portent bien. Nous recevons un peu toutes les nationalités, aussi bien africaines, ça nous vient de l'Europe. J'ai reçu il y a encore quelques jours une dame qui est venue de Londres, une autre qui est venue de Paris. Bon, au niveau des pays africains, nous avons le Gabon, le Togo, le Congo, qui sont des nationalités assez fréquentes. Ici, le Niger, voyez-vous. Donc, ce n'est pas seulement nos compatriotes qui sont intéressés par ce qui se passe dans ce centre. Puisque
Aujourd'hui, avec l'aide des médias, vous savez que l'information porte. Et les gens sont informés de ce qui se passe. Et en matière de qualité, je crois qu'on en retrouve ici, oui. Avec le directeur, le docteur Athanase Sodiedo, la collaboration est au beau fixe. Entre lui et le personnel, il n'y a pratiquement pas de barrière, car c'est un monsieur qui est humble, patient, calme, mais rigoureux. J'apprécie hautement l'ambiance de travail qui règne à la polyclinique Saint-Michel. On se sent en sécurité du fait que le plateau technique est performant et que les médicaments et les matériels, dès qu'on en a besoin et qu'on a exprimé le besoin, on les a à disposition. Docteur Athanase Sodiedo, nous vous félicitons pour tout ce que vous faites pour les couples en difficulté de procréation et nous encourageons à faire davantage et à surtout pas vous décourager. Merci et que Dieu vous bénisse. Oh oui, moi je dis toujours que c'est presque une œuvre de santé publique ce qu'elle fait parce qu'aujourd'hui le problème d'infertilité au niveau des couples est assez criard. Je crois qu'il a eu le courage d'installer un centre pareil ici. Je crois qu'on doit lui tirer un coup de pouce parce que c'est un investissement lourd et tout ce qu'il y a autour, on sait, c'est pas facile. Je voudrais encourager mon confrère et ami, Dr Athanase Sodiedo, à continuer dans la voie qu'il a choisie. Dr Sodiedo, je vous dis félicitations, courage et continuez dans ce sens. Je lui dirais par rapport à tout ce qu'on a entrepris ensemble, d'aller plus loin, de ne pas changer. Que chacun de nous, la population, les confrères médecins, gynécologues, obstétriciens, qu'ils commencent à avoir confiance à leurs collègues et de lui envoyer ces couples infertiles pour qu'ils puissent les prendre en charge. Sodiedo, votre réaction par rapport à ce qu'on vient de voir? Oui, je remercie tous ces collaborateurs avec qui nous avons traversé tout ce que nous faisons. Et ils ont vécu en direct toute l'expérience de la POSAM. Donc, leur témoignage me va droit au cœur. Je les remercie. Très bien. Merci. Généralement, beaucoup de personnes préfèrent se faire valoir à travers des titres ou promotions induits par une main extérieure, mais l'entrepreneur qui se respecte préfère souvent être apprécié à partir de son génie et de ses réalisations personnelles. Maintenant que l'entrepreneur est connu, allons à la découverte de l'entreprise POSAM, le business qui fait de vous ce que vous êtes. Quelle est la mission de POSAM? C'est ce que nous allons découvrir à travers ce deuxième reportage. La POSAM offre à sa clientèle divers services tels que la médecine générale, la neurologie, la chirurgie générale, la pédiatrie, la cardiologie, pour ne citer que ceux-là. Dans le souci de mieux satisfaire sa clientèle, la POSAM s'est dotée de matériel de dernière génération et d'un plateau technique performant, permettant donc de poser de façon aisée sur place un diagnostic et de faire donc des traitements appropriés. Nous disposons, entre autres, d'un bloc opératoire avec un matériel de cystoscopie, un matériel permettant la résection de myomes utérins sans ouverture de la cavité utérine. Précisons que cette technique a permis à beaucoup de couples d'avoir des enfants sans avoir recours à la fécondation in vitro. Entre autres, nous disposons d'un bloc obstétrical, d'une unité d'imagerie médicale avec divers échographes et un appareil de radiologie. Nous disposons également d'un laboratoire permettant de réaliser pratiquement tout type d'analyse et divers autres appareils. J'interviens ici au niveau de la polyclinique de Saint-Michel dans les explorations radiologiques, et en particulier les hystérosalpingographies. Je m'occupe essentiellement d'anesthésie et de réanimation. Notre plateau technique dans le centre d'AMP de Cotonou nous permet de faire un examen particulier
qui est exclusif, une toute première en Afrique noire francophone, qui n'existe qu'à Cotonou, c'est le score HVB ou score Kasuto-Barak. Le sperme que j'observe ici a 85 millions en numération de spermatozoïdes, 70% de mobilité. Au spermogramme habituel, je dirais un sperme normal, de pouvoir fécondant normal. Mais lorsque je les mets au grossissement 6600, je vois que sur 10 spermatozoïdes ici, un seul peut être classé comme top spermatozoïde, celui-là, normal, qui pourra nous donner des embryons qui peuvent aller jusqu'au bout et donner un bébé. La plupart des spermatozoïdes qui sont ici ont soit une tête qui ne répondent pas aux normes, ou bien des vacuoles, de grosses vacuoles, ou bien la base de la tête a un problème. Ces spermatozoïdes anormaux sont responsables des stérilités inexpliquées, des fausses couches à répétition, des échecs successifs en fécondation in vitro. Docteur Soudiedo, la POSAM a été présentée, mais la fécondation in vitro, qu'est-ce que c'est? La fécondation in vitro se définit comme la mise en contact d'un gamète mâle et d'un gamète femelle que nous appelons communément un ovule et un spermatozoïde au niveau du laboratoire. Habituellement, ceci se fait dans l'organisme maternel. Mais dans le cadre de la fécondation in vitro, cette fusion aura lieu au niveau du laboratoire. Alors, il y a eu certainement certaines expériences avant les bébés du 8 septembre 2011. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu l'historique de la fécondation in vitro? Oui. La fécondation in vitro a démarré pratiquement il y a plus d'une soixantaine d'années, en 1944. Et progressivement, on est arrivé à obtenir le premier bébé né par fécondation in vitro seulement en 1978 avec la naissance de Louise Brown en Grande-Bretagne. C'est en 1982 qu'on a obtenu en France la naissance du premier bébé. Amandine. Amandine, voilà. Par rapport au Bénin, nous avions essayé une première fois, pas directement, mais nous étions formés depuis 1993 au moment même de l'ouverture de la polyclinique Saint-Michel. On était en zone des ambassades. Voilà. Mais les conditions sociologiques ne permettant pas à ce moment de réaliser la chose, nous avons laissé le temps passer. Plusieurs années après, rien n'a été fait. Et à l'occasion de certains congrès, on a remarqué le déficit. Parce que dans presque tous les pays qui nous entouraient, notamment les pays de l'Afrique de l'Ouest, que ce soit depuis le Sénégal, passant par la Côte d'Ivoire, le Mali, le Togo, le Cameroun, le Burkina Faso, le Nigeria, le Ghana, tout le monde avait un centre. Et ce n'était qu'au Bénin qui n'avait pas de centre et tous ces centres étaient privés. On s'est dit, mais pourquoi ne pas aider la population béninoise? Voilà à peu près l'historique et on a démarré vers les années environ vers fin 2010 à Cotonou. Très bien. Elena? Docteur Soudiedo, nous savons que les investissements dans la branche de la fécondation in vitro sont généralement onéreux et que la maintenance est souvent de grandes préoccupations pour le chef d'entreprise. Comment faites-vous face à ces grands défis technologiques à Cotonou? La maintenance est un problème global qui n'est pas lié à la fécondation in vitro. Tous les médecins que nous sommes ont des problèmes pour la maintenance parce que le pays est encore un pays en voie de développement. Et bon, ceux qui sont là essayent de faire au mieux, mais bon, ça continue à poser des problèmes et ils se débrouillent un peu. Seulement, bon, pour être à l'abri de certaines difficultés pour des sciences aussi pointues, nous avons été amenés pour certains éléments spécifiques à doubler le matériel pour pouvoir avoir le temps de réparer le matériel qui peut subitement tomber en panne. Pouvons-nous connaître certains de vos challenges? Il fallait vraiment que nous soyons très entreprenants. Il y a beaucoup de contraintes. Les difficultés sont nombreuses.
C'est toute une chaîne environ de 100 maillons et lorsque 1 ou 2 maillons sont touchés, vous êtes sûr que vous êtes à l'eau. Docteur Soudiedo, la POSAM, en tant qu'entreprise privée, est quand même investie d'une mission publique avec des exigences. La qualité des prestations, la rapidité, la compétence et surtout la continuité. De combien de médecins, de spécialistes disposez-vous pour pouvoir respecter un peu ces normes? Au niveau de la POSAM, nous avons environ 18 médecins, spécialistes et généralistes confondus. C'est ça qui nous permet de tourner. Il y a des permanents, il y a des personnes à temps partiel. Très bien. Elena? Ce qui fait l'originalité de la POSAM aujourd'hui, c'est cette avancée médicale qu'est la fécondation in vitro et dont nos téléspectateurs veulent comprendre le processus. C'est à travers ce troisième reportage auquel Brigitte Adélacon de l'ORTB et notre équipe ont contribué et qui présente la naissance le 8 septembre 2011 des premiers bébés conçus à la POSAM via la fécondation in vitro. POSAM, Polyclinique Saint-Michel, ce 8 septembre. En ce jour de la nativité de la Vierge Marie, la POSAM s'apprête à vivre un heureux événement et pour être plus précis, 3 heureux événements. Il s'agit de la naissance programmée des premiers bébés entièrement conçus par la technique de la fécondation in vitro au Bénin. Vu les antécédents des femmes, le gynécologue a opté pour la césarienne. 9h40, la première jumelle est extraite de l'utérus de sa mère. Elle pèse 2,1 kg et mesure 41 cm. 9h41, c'est l'heure de la naissance de la deuxième jumelle. Son poids, 2,3 kg pour 40 cm. Les flashs crépitent. L'événement est immortalisé par les agents de la Polyclinique Saint-Michel. À 12h55, on assiste à la naissance, toujours par césarienne, du bébé de la deuxième parturiente. Elle pèse 2,6 kg et mesure 49 cm. C'est une fille, elle se porte bien. Dans le cadre de la recherche de solutions idoines à certaines difficultés liées à la santé maternelle, les médecins redoublent de plus en plus d'ardeur dans la fourniture de prestations appropriées. C'est le cas à la Polyclinique Saint-Michel de Cotonou, POSAM, dans le domaine de la procréation médicalement assistée. Pour aboutir à la naissance d'un bébé par la fécondation in vitro, le médecin gynécologue s'assure d'abord qu'il n'existe pas d'affections gynécologiques qui peuvent entraver la bonne marche du processus. Ainsi, si c'était le cas, il peut entreprendre le traitement médical ou chirurgical d'un kyste de l'ovaire, d'un fibrome ou d'une synéchie. Ensuite, il passe aux différentes phases de la fécondation in vitro qui sont la désensibilisation, la stimulation des ovaires, la ponction d'ovocytes. Le laboratoire fait ensuite le tri des ovocytes et prépare le sperme qui peut être frais ou congelé. Le laboratoire d'assistance médicale à la procréation de Cotonou, qui dispose de la technologie de l'IMSI, sélectionnera ensuite un top spermatozoïde au grossissement 6600 et pratiquera l'injection intracytoplasmique du spermatozoïde morphologiquement sélectionné. 2 à 5 jours plus tard, 1, 2 ou 3 embryons seront transférés dans l'utérus de la femme par le gynécologue. Dans le cas favorable, l'évolution se fera vers une grossesse avec perception quelques semaines plus tard d'un ou des fœtus à l'échographie pour aboutir, comme dans les grossesses naturelles, à la naissance d'un ou des bébés. Le pédiatre examinera le ou les bébés et attestera de leur bonne santé. Ce bébé que nous examinons ce matin, c'est un nouveau-né normal, sain, sans aucun problème. C'est une petite fille. C'est bien clair qu'il y a la succion. Une très bonne succion automatique. Voilà. Oui, de façon globale, c'est un nouveau-né qui est sain, qui a, comme son jumeau, qui a un bon état général, dont l'examen neurosomatique est parfaitement normal.
Signalons que le contexte socioculturel du Bénin a rendu très pénible l'obtention des témoignages des mamans. Toutefois, nous vous invitons à écouter quelques-unes qui ont accepté de s'exprimer dans l'anonymat. Avoir un bébé, c'est rendre grâce à Dieu, parce que cela n'est pas donné à tout le monde. Mais grâce à POSAM aujourd'hui, moi j'ai reçu un bébé et j'ai servi avec la science qui évolue et avec la technique, c'est possible d'avoir un bébé fille et de faire confiance aussi au docteur. C'est pas facile. Il s'est battu et aujourd'hui nous voilà à notre résultat. Et je demande aussi aux femmes qui n'ont pas encore reçu de faire confiance au docteur et de venir essayer aussi. Tout d'abord, je remercie le bon Dieu. Avec ça, lui, rien ne pourrait se faire. Après, toute l'équipe qui m'a accompagné durant tout le séjour ici. Ce que je voudrais, c'est que la même chose arrive à des femmes qui ont été dans ma situation. Tu nous lis davantage, sois le bienvenu dans notre foyer. Toi qui viens de naître et qui souris à la vie. Docteur Soudiedo, votre réaction par rapport à ce que vous venez de voir? Je remercie l'ORTB. Je remercie l'ORTB qui a joué un rôle très important à travers Mme Brigitte Adelacon pour l'information de la population, parce que la culture de la fécondation in vitro n'existait pas encore en tant que telle au Bénin. C'était l'apanage de quelques personnes privilégiées qui avaient l'information et qui réussissaient à aller à l'étranger et ensuite revenaient au pays, soit satisfaits, soit non satisfaits. Docteur Soudiedo, nous avons invité ici des confrères, collègues et potentiels partenaires pour comprendre les synergies de votre collaboration, voire appréciation. Chacun d'eux va vous présenter en 30 secondes le contenu de votre collaboration et l'appréciation qu'ils ont fait. Commençons par les maîtres. Professeur Béatrice Aguessi, bonsoir. Vous êtes professeur de gynécologie obstétrique en inactivité publique. Vous avez eu Dr Athanase Soudiedo comme étudiant à la faculté de médecine. Quels souvenirs avez-vous gardé de lui et quels sont les sentiments qui vous animent face au travail qu'il fait aujourd'hui en matière de procréation médicalement assistée? Moi, j'ai gardé un très bon souvenir de lui en tant qu'étudiant travailleur. Athanase reçoit toutes mes félicitations maternelles d'abord et professionnelles, car tu nous as sorti une grosse épine du pied. Quand, avec la chirurgie tubaire, on n'arrivait plus à avancer, on était obligé d'envoyer nos patientes ailleurs. Moi, je suis très heureux cet après-midi. Athanase a pu réunir juste derrière moi, à côté de moi, partout, les gynécos que je n'ai plus jamais vus. Mais aujourd'hui, ils sont là parce que eux aussi, ils sont satisfaits du travail que tu as fait pour nous tous. Non pas seulement pour les gynécos, mais pour toute la population. Madame Arlette Francine Akouekou, vous êtes sage-femme d'État et vous êtes conseillère pays à l'UNFPA. Pouvez-vous nous dire en quoi la fécondation in vitro contribue-t-elle à l'amélioration de la santé maternelle, un des objectifs du millénaire pour le développement dont l'horizon est fixé en 2015? Merci beaucoup, Monsieur Zokli. Jusqu'ici, quand on parlait de planification familiale, je crois que la plus grande partie de la population voit limiter les naissances, espacer les naissances. Il y a un aspect qui ne ressort pas souvent, mais qui fait partie intégrante de la planification familiale, c'est pouvoir aider un couple infertile à avoir une grossesse, avoir un enfant ou des enfants
Et je crois que c'est à cela que contribue Dr Sodji Edo. Et par rapport à cela, quand vous parlez d'améliorer la santé maternelle, je sais que vous êtes en train de faire un clin d'œil à l'OMD5. Une femme qui en veut et qui n'en a pas aussi n'a pas une bonne santé. Et lorsqu'on l'aide à obtenir une grossesse par une autre voie, par d'autres technologies autres que les voies naturelles, on contribue également à améliorer sa santé. Merci beaucoup, madame. Monsieur Abdon Sani, merci d'être des nôtres ce soir. Vous êtes habitué à la POSAM et le 18 septembre 2011, 2 mamans ont accouché à l'issue d'une fécondation in vitro que vous venez de voir tout à l'heure. Alors, comment vous vous êtes senti, comment avez-vous vécu cet événement? Ce qui s'est passé ce jour-là au Bénin est une chose importante, un résultat de longues années de recherche à encourageant et à encourager. Car ailleurs, avec un seul bébé né, et on a vu l'euphorie que cela a produit au sein de la population de ces pays. Et je profite pour inviter très vivement tous les couples en difficulté au Bénin. Je leur demande de saisir rapidement cette opportunité, cette fabuleuse opportunité de ne pas rater. Je vous remercie. Nous sommes prêts à accueillir Madame le ministre de la Santé, professeur Gazard. Bienvenue, Madame le ministre. Merci beaucoup. Comme je vous l'annonçais, nous venons d'accueillir Madame le ministre et je tiens devant vous tous à lui exprimer toute notre gratitude parce que, comme je vous le disais tantôt, c'est elle qui nous a recommandé l'organisation de cette émission, toujours dans le cadre de l'amélioration de la santé maternelle, et nous tenons à la remercier et de l'honorer de sa présence. Nous allons continuer, en attendant de lui laisser la parole, nous allons continuer avec Madame Fernande Aounou. Bonsoir Madame, et merci d'être des nôtres ce soir. Vous êtes une partenaire de l'émission Secret de Prospérité. C'est peut-être la 5e, la 6e fois que vous êtes à cette émission. Vous êtes directrice de la galerie Encadrement Design. Et vous êtes également une habituée de la POSAM. Pouvez-vous nous dire quel regard jetez-vous sur les prestations de cette polyclinique? Ça fait environ presque une vingtaine d'années que je connais le couple Sodji Edo. Ce que je retiens le plus, c'est qu'avec le docteur Sodji Edo, quand vous y arrivez, vous avez mal quelque part, vous ne vous sentez pas bien, mais il vous écoute. Il vous écoute longtemps, il prend le temps. Et à partir de là, même quand vous avez une prescription, sans aller prendre les médicaments, vous vous sentez déjà un peu mieux. Donc cette écoute est importante. Et ça ne nous a pas du tout étonné que le couple se soit dirigé vers la fécondation in vitro, parce qu'il ne pouvait pas s'arrêter à si bon chemin. Il fallait qu'il continue, qu'il partage cette passion, qu'il partage cette envie de donner. Monsieur Issifou Konaté, bonsoir. Vous êtes chef d'entreprise et fréquentez la POSAM. Quelle appréciation portez-vous sur son accueil? J'ai connu la clinique POSAM depuis mon arrivée au Bénin. Je suis nigérien de nationalité depuis 2000. Ça fait pratiquement 13 ans que je fréquente la clinique POSAM. Dr Athanase et sa femme sont des médecins très compétents que je fréquente chaque fois au point où ma famille, mes enfants, mes amis, je les conseille de venir à la clinique POSAM pour se faire soigner. Et à chaque fois qu'ils viennent à la clinique POSAM, ils repartent satisfaits. Docteur Adama Bassabi Aladji, vous êtes médecin et vous êtes la directrice générale de l'Agence nationale de vaccination et des soins de santé primaire. En tant que médecin et femme, quel impact social la technologie de la fécondation in vitro peut-elle avoir au Bénin? Nous savons bien qu'en Afrique, lorsqu'on n'a pas d'enfants, c'est un drame. En général pour l'Afrique et en particulier au Bénin sous nos cieux. Donc je crois qu'avec ce que la polyclinique POSAM fait, la maman qui a son enfant en main se sent valorisée, elle est plus heureuse
elle est acceptée par la grande famille, c'est-à-dire la famille de son mari et sa famille elle-même. Elle est valorisée dans son couple et le couple est consolidé. Donc, avec la fécondation in vitro, beaucoup de couples en détresse retrouvent la joie de vivre, la joie de prospérer et toute la famille se porte mieux. C'est le moment pour moi de remercier le docteur Sodji Edo et sa femme Viviane et toute l'équipe de POSAM pour le travail qu'ils font pour rendre des familles en détresse très heureuses afin que le Bénin se porte mieux. Je vous remercie. Merci. Professeur Delphin Mento, bonsoir. Vous êtes professeur de chirurgie à la faculté des sciences de la santé d'Abomey-Calavi. Comment avez-vous accueilli l'information relative à la naissance à Cotonou le 8 septembre 2011 des premiers bébés conçus à la POSAM? Permettez-moi de remercier Madame la ministre de la Santé qui nous a permis d'être ici ce soir. C'est encouragé parce que c'est un partenariat public-privé. Et chaque fois qu'une de nos autorités a l'esprit ouvert, je crois qu'il faut le dire, parce que quand c'est mauvais, on critique aussi. Sur le plan technique, c'est quelque chose qui vient relayer la chirurgie. Vous avez entendu, il y a la chirurgie de la stérilité qui échoue parfois. Et quand ça échoue, la fécondation in vitro est une des solutions. Donc c'est une bonne chose. Et je remercie enfin le docteur Sodji Edo et sa femme pour tout ce qu'ils font pour le Bénin. Nous avons entendu, c'est des récits émouvants, mais ils sont entreprenants, ils sont persévérants et je pense que beaucoup de jeunes comme moi prennent l'exemple sur eux et nous devons aller de l'avant comme ça. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup, Madame le Ministre. Merci encore une fois d'avoir accepté d'honorer, n'est-ce pas, de votre présence à cette émission. Vous avez visité la POSAM à l'occasion de la naissance du 10e bébé fécondation in vitro du Bénin. Quelles ont été vos impressions? Merci beaucoup. Permettez-moi d'abord de saluer l'assistance, particulièrement le professeur Aguessi, notre maître, qui est là et qui nous a fait comprendre que beaucoup de miracles pouvaient s'opérer dans son secteur, c'est-à-dire la procréation. Et le docteur Sodji Edo est un produit fini du professeur Aguessi, donc cela se comprend que les élèves puissent assumer et valoriser ce que les maîtres nous ont enseigné. Merci beaucoup, Madame Aguessi. Je suis allée à la clinique et j'ai vu la qualité. Ça, c'est très important. Les normes internationales sont respectées. Je pense que cela mérite d'être dit, cela mérite d'être su et je fais témoignage de cela. Ce que nous avons vu à la clinique, c'est exactement ce qu'on peut offrir dans les plateaux techniques plus avancés, notamment en Occident. Cela nous rassure. Comme l'a dit une de mes jeunes consoeurs, cela nous permet de résoudre les problèmes de désarroi des femmes. Quand on connaît la place de l'enfant dans les familles en Afrique, je pense que c'est une solution. Le défi, c'est que cette clinique soit suffisamment fréquentée, que non seulement on fasse de la qualité, mais également du nombre pour pouvoir amoindrir les coûts. C'est vrai, lorsqu'on va à la clinique POSAM, on dépense beaucoup moins que lorsqu'on voyage en Occident, le billet d'avion, les frais de séjour, etc. Mais cette médecine est toujours peu accessible à la plupart des femmes qui ont besoin d'avoir un enfant de cette manière-là. Donc, faire la promotion de cette clinique va augmenter les chances aux autres femmes d'arriver parce que c'est toujours une chaîne, une solidarité. Plus ils auront du monde, plus ils vont s'investir dans la qualité et les coûts vont s'amoindrir. Donc, moi, j'ai vu et j'atteste qu'ils font du bon travail. Donc, je les félicite. Il ne faut pas qu'ils s'arrêtent en si bon chemin, qu'ils continuent. Et je crois, la dernière fois, vous m'avez présenté une technologie que vous deviez, je ne me rappelle plus très bien, mais je pense qu'il faut continuer, il faut les encourager tout simplement.
Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, madame le ministre. Elena. Alors, nous allons à présent permettre au public de compléter leur connaissance sur la complexité du travail que vous faites à Cotonou. Ce sera à travers notre 4e reportage qui n'est rien d'autre que le témoignage de certains de vos confrères. J'ai bien suivi le docteur Sojedo dans l'évolution progressive de la POSAM et ses objectifs très ambitieux, mais très salutaires par ses caractères sociaux. La barre était haute, mais je savais qu'il allait réussir compte tenu de ses compétences, surtout sur le plan organisationnel et professionnel. Il a voulu monter son centre avec beaucoup de ténacité, beaucoup de volonté et avec aussi beaucoup de passion. Donc au fil du temps, nous nous sommes rencontrés, nous avons mis en place tout ce projet qui a abouti à son autonomie aujourd'hui. Nous suivons attentivement ce qui se passe au Bénin et je suis heureux d'avoir des nouvelles chaque fois qu'il y a des bons résultats. Nous avons été frappés par son désir de venir en aide aux femmes qui voulaient procréer. C'est ce qui nous a frappés. Oui, il a dans sa clinique à la fois une technicité sur l'endoscopie pour la réparation des trompes et à la fois une technicité pour la fécondation in vitro. Et donc il remplit entièrement finalement toutes les conditions pour donner aux patientes qui sont désireuses d'enfants et qui ne peuvent pas l'avoir à cause d'une pathologie utéro-annexielle toutes les possibilités par la chirurgie et ou par l'assistance médicale à la procréation, la fécondation in vitro. Il est possible aujourd'hui d'obtenir des enfants pour les béninoises, soit par la chirurgie, soit par la fécondation in vitro. Et ça, c'est vraiment un plus pour lui. Il a beaucoup de ténacité. Comme je vous l'ai dit, il veut arriver, il a mis les moyens nécessaires, il a consacré le temps, l'étude, la formation pour aboutir à un projet et aboutir à des résultats. Tout le matériel qui est à Cotonou aujourd'hui est identique au matériel avec lequel je travaille à Paris. Donc c'est vraiment, sur le plan technique, c'est le même matériel. Et sur la fonctionnalité de ce matériel, on a, mon apport a été aussi d'éduquer son personnel dans la stérilisation, la désinfection de ce matériel. Et donc aujourd'hui, honnêtement, il travaille dans des conditions tout à fait satisfaisantes pour faire de la chirurgie endoscopique des trompes ou de la pathologie utéro-annexielle dont beaucoup souffrent en Afrique et en particulier malheureusement au Bénin. Et donc c'est vrai que toute la technicité de Paris a été transportée à Cotonou dans sa clinique et je suis très content de l'avoir aidé parce que je pense qu'il le fait bien et il réussit ce qu'il fait. Je disais à quelqu'un que même son l'équipement qu'il a, j'étais surpris de constater qu'il a même certaines machines que je n'ai pas dans mon centre et qui a plus de 15 ans. Donc je l'encourage vraiment à rester dans l'excellence et l'efficacité pour venir en aide au maximum de femmes béninoises possibles. Son centre a des très bons résultats et c'est vrai que ça fait plaisir de voir que ça évite aux patientes parfois de se déplacer en Europe pour faire des fécondations in vitro qui coûtent très cher et qu'on peut avoir sur place pour les béninoises, à mon avis, un traitement de la stérilité qui est tout à fait identique à celui qu'on fait à Paris. Je suis très fier de lui qu'il ait fait ce centre à Cotonou, au Bénin. Et moi je trouve que c'est un gain en termes de santé publique et c'est surtout un gain pour ces patientes qui sont infertiles et qui ne désirent qu'une chose, c'est d'avoir un enfant. Et je pense que leur solution, c'est à mon avis la clinique d'Athanase. Le conseil que je donnerais à mon aîné et frère Dr Sojedo, c'est de persister et d'être toujours égal à lui-même. C'est un excellent gynécologue qui donne de très bons résultats et je lui conseille vraiment de rester dans la droite ligne de ce qu'il fait. De plus en plus, hors du Bénin, dans tout le continent, et même en Europe, on entendra très bientôt parler du docteur Sojedo Athanase du Bénin.
Chaque être humain a ses défauts. Il est trop bon, trop gentil. Donc parfois, il faut être un peu plus dur. Je lui dis bravo et toute ma fierté. Que nos bons voeux l'accompagnent et qu'il continue toujours d'apporter sur le sol béninois du bonheur dans les familles qui souffrent et un mal d'enfants. Mon cher ami Athanase, je suis heureux que tu aies pu mener à bien ce projet, puisque je sais que tu avais toujours sollicité ma collaboration, mais par manque de disponibilité, je n'ai peut-être pas été auprès de toi, mais je suis heureux de constater que tu es arrivé finalement à mettre à la disposition d'un certain nombre de populations cette technique que nous espérons un jour pouvoir développer dans les hôpitaux publics. Docteur Soudiedo, quelles sont vos impressions par rapport à ce que nous venons de voir? Je suis ému par tout ce qu'ils ont dit et il ne fait que constater ce qui est fait. Mais je les remercie surtout parce qu'ils nous ont soutenus aussi au moment des difficultés. Ils ont été au courant de comment les choses ont évolué et aujourd'hui, ils sont relativement tous satisfaits de ce qui se fait à Cotonou. Merci, docteur. Docteur Soudiedo, à présent, c'est le tour aux étudiants de l'école supérieure de l'entrepreneuriat et de la prospérité Esperanza de vous poser quelques questions. On m'appelle Anani Julie. Je suis étudiante en 2e année à Esperanza. Alors, ma question est la suivante. J'aimerais savoir à qui s'adressent les fécondations in vitro. Dans les couples infertiles, la fécondation in vitro est d'abord adressée à la femme qui a des problèmes de trompe. Lorsque les trompes ne sont pas fonctionnelles, ce que nous appelons communément les trompes bouchées, la fécondation in vitro permet à cette personne d'avoir un enfant. L'indication a été élargie secondairement aux hommes. Donc les indications au niveau de l'homme, c'était lorsque soit la quantité, soit la qualité du sperme est touchée, on fait aussi une fécondation in vitro. Il y a des situations où c'est les deux personnes qui sont malades, on parle de stérilité mixte. Il y a aussi des situations où on ne comprend pas pourquoi, quand bien même tout est normal, la grossesse ne vient pas. Donc voilà à peu près. Mais toutes les autres situations qui ne trouvent pas de solution par rapport à la grossesse naturelle s'adressent encore à la fécondation in vitro. Je veux parler de certaines situations comme la ménopause, etc., où il y a quand même des solutions pour ces personnes. Moi, c'est Sharifatou Salami, étudiante en 3e année à Esperanza. Ma question est de savoir si, après cette émission, est-ce que vous ne craignez pas la concurrence déloyale à Cotonou des centres mal outillés de la fécondation in vitro? Alors, ce serait dommage que des centres mal outillés s'y lancent. Ils n'auront probablement, ou presque de façon sûre, ils n'auront pas de bébé, mais ils vont dépouiller nos pauvres patientes qui ont déjà des difficultés. Ainsi, il s'agit vraiment de ne pas tomber dans cette situation. Ce serait vraiment un idéal. Docteur Soudiedo, nous allons passer à la phase People, n'est-ce pas, de cette émission. Et je laisse la parole à Elena pour gérer cette partie. Docteur Soudiedo, rapportez-nous un événement qui vous a particulièrement réjoui. Et nous faisions la faculté des sciences de la santé en première année et on passait 1 an à Calavi et c'est après qu'on fait un concours d'entrée en 2e année de médecine pour passer à la faculté des sciences de la santé à Cotonou. Et c'était assez redoutable parce que quand vous rentrez au début de l'année dans l'amphi, quand vous voyez les 400 personnes qui remplissent l'amphi, il fallait être parmi les 30 ou les 40 premiers pour pouvoir passer de l'autre côté à Cotonou. Vraiment, j'ai été très heureux d'être déclaré premier pour passer en 2e année de médecine. Docteur Soudiedo, comment meublez-vous vos temps libres? Que lisez-vous et à quelle activité vous donnez? Je dois avouer que je n'ai pas beaucoup de temps pour lire. J'aime bien le théâtre. Les fois où il y a une pièce théâtrale, je ne manque pas. Et en dehors de ça, quelques rares fois, quelques concerts. Mais c'est beaucoup. Je lis quelques journaux, mais je n'ai vraiment pas le temps de lire. La réalité, c'est plutôt ça. OK. Alors, bon, Madame le ministre parlait tantôt de l'avenir de la POSAM. Vous, qu'est-ce que vous avez comme projet?
En fait, à travers la fécondation in vitro, Madame le ministre a parlé de recherche tout à l'heure. Alors, notre ambition, c'est d'avoir le meilleur centre de façon à ce que une béninoise qui rentre dans le centre soit à l'aise. Ce n'est pas nécessairement le résultat, parce que ça dépend aussi de la qualité du spermatozoïde et de l'ovule. On n'est pas nécessairement maître de ce que nous apporte le couple, mais nous sommes maîtres au moins de la technologie utilisée. Et ça, c'est le plus important pour nous. Et le fait que Madame le ministre a sollicité cette séance, cette émission, nous encourage beaucoup. Nous l'en remercions sérieusement, mais ça nous met aussi une responsabilité à travers ce geste. Ça veut dire qu'il ne faut pas décevoir. Il faut tout faire pour maintenir le niveau tel que c'est. Il faut tout faire pour que la recherche ou le niveau médical comme cela se maintienne. Et je dois expliquer aussi que déjà, tout ce qui se fait l'année dernière dans le monde entier est fait à Cotonou déjà, ou du moins on a la possibilité de le faire à Cotonou. Je parle notamment déjà des conservations d'ovocytes, surtout des conservations d'ovocytes. Au niveau des spermatozoïdes, c'est déjà fait, mais la vitrification aussi des embryons, c'est une technique particulière qui a véritablement pris de l'ampleur dans le monde l'année dernière. Et nous, déjà à Cotonou, c'est des choses possibles, il suffit de s'organiser. Vous voulez dire que, surtout que les jeunes dames qui font des études longues, surtout de médecine, peuvent conserver leurs ovules et après, quand elles seront prêtes pour accoucher, vous pouvez les accueillir, c'est ça? C'est de la technologie. C'est possible à Cotonou déjà, mais il s'agit de voir comment. Bravo. Et pouvoir, c'est de la technologie avancée, mais tout cela est possible. Tout ce qui peut se faire ailleurs devrait se faire à Cotonou. Et nous sommes en contact non pas seulement avec nos partenaires que vous avez vus, mais beaucoup d'autres qui nous aident dans le domaine. C'est le moment tant attendu par nos invités sur ce plateau, le fameux invité surprise. Que sera notre invité surprise? Qui attendez-vous? Avec qui avez-vous envie de partager ce moment? J'avoue franchement que je n'ai aucune idée. je peux dire c'est un parent, c'est un ami, c'est vraiment... J'attends de voir ce que l'équipe offrira. C'est le moment de recevoir notre invité surprise. Je le prie donc de nous rejoindre sur le plateau. Et voilà notre invité surprise. Il s'agit du docteur Gilbert Desfonds, directeur du Centre d'imagerie médicale César, que nous avons déjà accueilli sur ce plateau en 2011. Bonsoir, docteur. Bonsoir, M. Zotli. Merci beaucoup d'avoir accepté de jouer ce jeu. Parce qu'il y a quelques mois, c'était vous qui étiez à la place du docteur Sodiedo et quelqu'un d'autre a fait, n'est-ce pas, l'invité surprise pour vous. Depuis quand remonte votre rencontre avec le docteur Sodiedo? Alors, j'ai connu le docteur Sodiedo c'était dans les années de faculté, un peu avant 78, voilà. Alors, je vais dire, à l'époque, je fais une petite parenthèse peut-être, en vous disant que pour m'avoir demandé d'être l'invité surprise, j'ai été un peu surpris. Je m'attendais à ce que ce soit plutôt un de ses compères, qu'on a vu tout à l'heure qui a fait un témoignage de Sauvi Boniface. Tout à fait. Je me suis dit, vous l'aurez fait venir, Boniface. Parce que je les ai connus tous les deux à l'époque à la fac, en 78, comme il a dit. Mais c'était vraiment des inséparables. Et à la faculté de médecine, habituellement, ceux qui ont un an d'ancienneté encadrent ceux qui viennent, etc. C'est un peu en cascade. Donc j'ai eu le plaisir de les encadrer tous les deux. Ils étaient tous ensemble, toujours ensemble, et toujours très efficaces. Alors, et j'ai vu en cela qu'une amitié telle que je l'avais vue à l'époque, ça pourrait sortir de grandes choses. Et c'est naturellement qu'à un moment donné, moi je faisais des gardes de médecine dans une clinique. À un moment donné, il était question que l'équipe change, parce que je devais partir. On m'a demandé de proposer des gens, naturellement je les ai proposés tous les deux.
Et donc le docteur Soudiedo et puis le docteur Souvi, ils ont continué à faire le travail que moi j'avais fait avec certains autres. Donc, bon, c'est plein de souvenirs. Alors après, je l'ai quand même perdu de vue. Après les années de thèse, j'ai pris mon chemin, lui aussi. Et j'ai rencontré le docteur Souvi en France. C'est lui qui m'a donné des nouvelles d'Athanase. Il m'a dit qu'il fait de la gynéco à Abidjan. J'avoue qu'à l'époque, je me suis dit, ces deux-là, l'un d'un côté et l'autre de l'autre, qu'est-ce que ça va donner? Parce qu'ils étaient tellement proches. Bon, mais finalement, Souvi, il fait bien carrière comme cardiologue à Paris. Non, pas en Paris, mais en France. Et puis, ma foi, à Athanase, il fait de très grandes choses sur place. Hein, on a suivi récemment donc, cette installation de l'unité de fécondation in vitro. Je pense que c'est formidable. Docteur Soudiedo, que pensez-vous de cette visite et qu'est-ce que vous avez à dire à docteur Defon? J'ai été effectivement surpris. Donc le jeu a vraiment marché. Je ne m'attendais vraiment pas à le rencontrer. Mais il est vraiment digne de la personnalité qu'il fallait. Parce que nous, comme il a expliqué, nous sommes des amis et nous avons fait la fac ensemble. Il sortait un an avant moi. Des années après, effectivement, j'étais en zone des ambassades, encore pendant qu'on était à la polyclinique de la zone des ambassades. Il est passé et il m'a parlé à ce moment de son projet du centre d'imagerie César de Cotonou. Bon, je l'ai encouragé, mais je crois que c'est vraiment, il fait honneur au pays avec tout ce qu'il a installé. Vraiment, merci Gilbert. Merci d'être venu et pour tous les témoignages. On se soutient. Pierre Zocli, avez-vous quelque chose pour Dr Athanase? Oui, merci beaucoup. Vous l'avez compris, nous sommes à la fin de cette émission qui se réalise en présence de Madame le ministre. Un privilège pour nous de remettre ce soir au Dr Soudiedo cet Oscar de prospérité. Félicitations encore une fois, Dr Soudiedo, et bon vent. Merci. Il n'aime pas beaucoup lire, mais... Un petit présent de la part de M. Zocli. Vous n'aimez pas beaucoup lire, mais vous allez essayer de faire un petit effort. L'aide fatale. Nous avons reçu sur cette édition Dr Athanase Soudiedo, qui est le directeur de POSAM, qui vient de nous montrer que nous avons du talent au Bénin. Nous sommes à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, chers invités. Merci au ministre de la Santé, le professeur Dorothée Kiné-Gaza. Merci au docteur Defon. Merci à la diversité. Ce sera tout pour cette émission. 3 possibilités s'offrent à vous pour nous contacter, le 94 94 93 93, l'email info@esperanza-benin.org ou le www.esperanza-benin.org. Merci et au revoir pour d'autres secrets de prospérité.